On peut se poser la question de c'est quoi une donnée et une donnée, si on prend les dictionnaires, hein, c'est intéressant de se replonger à chaque fois, d'aller chercher. On a d'un côté ce qui est donné, connu, déterminé dans l'énoncé d'un problème, un élément qui sert de base à un raisonnement, le point de départ pour une recherche, le résultat d'observation ou d'expérience faites délibérément ou à l'occasion d'autres tâches et soumis aux méthodes statistiques. Enfin, on a plein de choses. Je pense que on peut s'accorder sur l'idée qu'une donnée, c'est une information brute, sans contexte, ou un fait sans arrière-plan. Il en existe plusieurs types, hein. Vous l'avez souligné, Marie l'a souligné, effectivement, Frédéric, il y a des données numériques, textuelles, on a des mélanges de chiffres et de lettres, on a des tableaux, des graphiques, des images. Là, si je nous prenais tous en photo, en train de tenir nos objets, et ben, ce serait une donnée. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'effectivement, il y a une distinction essentielle entre une donnée et un fait. Et une donnée, une information, effectivement. Un fait, s'il est faux, et ben, c'est plus un fait. Mais une donnée, si elle est fausse, ça reste une donnée quand même. Voilà. Donc les données, elles existent au préalable à l'interprétation qui va les transformer en faits, en preuves, en informations. J'avais envie de vous soumettre une petite question, justement, pour aller un petit peu plus loin. Je vous mets dans le chat, hop là, un petit quiz euh, qui vous pose des questions donc sur bah, c'est quoi l'open data, c'est quoi les données qu'on peut trouver. Et puis il y a une question aussi sur la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016. Donc c'est une loi qui a été créée, qui a été rédigée, qui a été parue et qui vise à favoriser l'ouverture et la circulation des données et du savoir. Et puis ça veut dire plein de choses et en même temps, c'est pas forcément à garantir un environnement numérique ouvert et respectueux de la vie privée des internautes et à faciliter l'accès aux citoyens au numérique. Il y a 3 volets dans cette loi. Il y en a un qui concerne notamment l'open data. Donc là, je vous propose de répondre à ce quiz-là. Je vais vous partager mon écran, comme ça on va pouvoir regarder ensemble un petit peu les résultats. On a 10 utilisateurs, donc une moyenne générale de 0,91. De la meilleure note. Alors, bon, bah, on a, hop, vous voyez, on voit un petit peu au niveau des réponses que ça donne pour la première, la deuxième question. Donc, alors, la première question, c'est quoi l'open data? On a 36% première, 36% le deuxième, ou 27% le troisième, effectivement. Et ben, c'est quoi l'open data? C'est un mouvement qui est né en Grande-Bretagne et aux États-Unis qui permet d'ouvrir et de mettre à disposition des données produites et collectées par les services publics, administrations, collectivités locales. Ça, c'est la CNIL qui dit ça. On peut trouver aussi d'autres choses qui disent qu'en fait, ces données-là, c'est des données auxquelles tout le monde peut accéder. Vraiment tout le monde, utiliser et partager. Les gouvernements, les entreprises et les individus peuvent utiliser l'open data afin de créer des avantages sociaux ou économiques. Mais l'open data, c'est vraiment la mise à disposition de données anonymisées dans un format qui facilite leur réutilisation par le plus grand nombre, sans avoir besoin de passer par un logiciel propriétaire payant. Et donc, c'est des données qui sont brutes, qui sont non traitées, et ensuite, on les interprète aussi. La qualité n'est pas forcément garantie non plus. Ça, c'est important de le savoir, c'est que la qualité n'est pas forcément garantie. Voilà. Donc ces données-là, c'est pas seulement, enfin c'est vraiment à disposition de tout le monde. On peut les utiliser, les réutiliser, les mettre à disposition. Voilà. Ça concerne effectivement le plus grand nombre. Après, il y a tout un type de données à trouver. Donc bon voilà. Tout le monde a répondu, donc toutes les données. Après, il y a toutes les données publiques. Alors, j'ai plus l'intitulé exact. Euh, toutes les données publiques, mais du coup, l'open data, les données qui sont concernées, c'est à la fois des données. Enfin, il y a plusieurs types de données
qui existent de manière générale. Il y a des données privées, hein, enfin voilà, par exemple, les données qui sont accumulées par les banques ou les opérateurs téléphoniques, elles seront jamais mises à disposition du public. Ce sont des données qui n'apportent finalement de bénéfices et d'opportunités qu'à ceux qui les possèdent. Ça peut poser question, en tout cas, c'est le cas. Mais dans l'open data, les données qui vont être concernées, c'est des données publiques, des données privées, mais soumises au RGPD, par exemple, des données d'utilisateurs, mais qui sont collectées par les administrations, par exemple, ou des données d'intérêt général, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de marchés passés par une collectivité auprès d'une entreprise, les données d'une entreprise, d'un consultant, ou les données qui sont produites dans ce cadre-là, c'est des données d'intérêt général. Il peut aussi y avoir des entreprises telles que Engie qui mettent à disposition un certain nombre de jeux de données. Voilà, donc on a à la fois des données publiques, des données d'intérêt général et quelques données privées bien cadrées sur les noms, les numéros de téléphone par le règlement général sur la protection des données. Concernant les collectivités qui sont concernées par la loi République du 7 octobre 2016, la loi Rennes, donc je vous disais là, il y a un volet spécifique sur l'open data et le reste c'est sur la protection des individus et sur l'accès au numérique pour tous. C'est une obligation légale qui instaure que dès qu'une donnée présente un intérêt collectif, voilà, social, économique, démocratique, environnemental, elle est soumise à une obligation de publication en open data pour les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et 50 ETP. Donc en fin 2019, il y avait la quasi-totalité des grosses collectivités qui avaient ouvert leurs données ou qui étaient en passe de le faire. Au niveau de l'État, c'est la totalité des ministères et l'essentiel des agences et services déconcentrés qui proposent de nombreux jeux de données qui ont été ouverts sous l'impulsion d'une mission qui s'appelle État Lab, qui est qui a été créée à cet effet. Et au niveau des territoires ruraux et des petites et moyennes villes, c'est plutôt, en tout cas en 2019, ça restait anecdotique et ça pose la question de savoir c'est quoi la capacité de ces territoires finalement à se saisir du sujet pour de nombreuses raisons, que ce soit des moyens humains, des questions de formation, de structuration de services informatiques, etc. Mais pour autant, en fait, c'est pas parce qu'elles ne publient pas de données qu'il n'y en a aucune sur eux, sur ces territoires, sur ces villes, parce que les échelons administratifs supérieurs, ils publient, eux, de nombreuses données. Donc, il y a quand même une irrigation du territoire qui est très importante et même à des mailles très fines, communales, intercommunales. Donc, il existe, enfin, le territoire français, en tout cas, est quand même très irrigué en données. Et puis après, il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'on est, enfin, il y a une différence entre être éditeur et pourvoyeur. Il y a toutes les mêmes des petites communes qui collectent de nombreuses données électorales, de santé, de sécurité, du cadastre, etc. Elles sont peut-être pas publiées, mais elles existent. Et puis, on a aussi des citoyens qui sont des gros pourvoyeurs, finalement, de producteurs, en tout cas, de données. On le voit dans le cadre de Wikipédia, OpenStreetMap, Open Food Facts, Yuka, etc. Voilà. Moi, je me pose la question et puis on va le faire, hop, comme ça, et on peut 3500 et 50 ETP. On peut le faire comme ça et puis ceux qui peuvent pas avoir leur caméra, je vous propose de l'écrire. On va se dire de 1 à 5 là avec votre point, 1 étant le plus faible, 5 le plus. À quelle fréquence vous pensez que vous utilisez des données? Ok. Ouais, donc on a quand même une moyenne assez élevée. On a globalement 4-5. On a 2 pour Emma, on a 4 pour Nathalie. Lucas, pas encore ton message. Globalement, ouais, effectivement, il y a quand même une fréquence assez importante. Et puis,
enfin, enfin voilà, il y a une fréquence quand même assez importante, donc tout le monde a conscience qu'effectivement, tous les jours, en fait, on utilise des données. Et d'ailleurs, là, rien qu'en faisant ça, là, en faisant ce petit jeu avec vous, en vous posant des questions, en collectant soit vos images d'objets, soit en faisant de 1 à 5, soit en vous posant des questions sur un quiz, bah, ce que je fais, bah, moi, c'est je collecte des données. En fait, tout ça, c'est de la donnée. Tout seul, est-ce que ça dit quelque chose? Pas vraiment. En fait, une donnée en soi, tout seul, ça ne dit rien. Même un ensemble de données tout seul, ça ne dit pas grand-chose. Ça n'a pas vraiment de valeur. Mais par contre, une donnée qu'on va traiter, ça devient de l'information et là, ça devient intéressant. C'est un processus dans lequel la donnée, qui est un matériau brut, qui est une matière première, en fait, elle va être transformée en information. Et du coup, cette donnée, elle n'est pas neutre, elle n'est pas indépendante de l'environnement dans lequel elle a été collectée et dans lequel elle est née, parce que ça résulte d'un choix, de la manière dont on va vouloir capter cette information, de comment on va le faire, de ce qu'on va mettre en place. Là, si j'avais posé une question par le quiz, est-ce que j'aurais eu les mêmes réponses que en faisant comme ça à main levée? J'en sais rien. En tout cas, il y a un caractère sélectif et partiel de la manière dont on va collecter et récolter ces données-là. Et puis d'ailleurs, je vous invite à aller lire un très bon article de l'INSEE. Alors, l'INSEE, c'est parfois un peu aride, hein, on est d'accord, c'est pas toujours hyper funky, l'INSEE, mais ils font des choses très bien. Ils font des articles qui sont chouettes. Et là, il y a un article justement sur la question des données. Donc, je vous l'enverrai à la limite si ça vous intéresse. Euh, donc, effectivement, la manière dont je vais analyser cette donnée, elle n'est pas neutre non plus. Et là, je pourrais faire dire beaucoup de choses en fait à ces données-là. Je pourrais dire que tant de pourcents d'entre vous connaissent pas la loi Rennes, ou que les territoires qui sont globalement au courant de cette des obligations légales de la loi Rennes, c'est des territoires parce que j'imagine que voilà, vous êtes peut-être tous à plus de 3500 habitants et 50 ETP. Se dire bon bah est-ce que ces collectivités-là sont au courant ou sont pas au courant, ça dit pas les mêmes, enfin voilà, en tout cas ça dit pas les mêmes choses, la manière dont je vais vouloir poser mes hypothèses de travail aussi, et ça oriente pas de la même manière les choses. Donc la manière dont je vais choisir de traiter cette donnée, dont je vais extraire les informations, dont je vais poser mes hypothèses, dont je fais ce travail, ça va influencer ce que je vais recueillir finalement. Voilà. Et donc, moi, là, tout ce qu'on a collecté, je pourrais aussi l'utiliser pour construire une nouvelle session plus tard, en me disant, ah, ben, ils savent ça, ils savent pas ça, etc. Comment je vais... Enfin, voilà. Et donc, du coup, ça, on va partir sur toutes ces questions-là aussi. Euh, qui vont être répondues par nos trois témoins, enfin en partie en tout cas, mais c'est intéressant parce que là, j'ai collecté des données sur cette session-là et je pourrais l'utiliser pour quelque chose, mais vous avez plein de choses, le nombre de parcelles agricoles, le nombre de parcelles agricoles en bail rural, le nombre de logements vacants, le nombre de maisons de santé, le pourcentage de jeunes de 18 à 25 ans, la qualité de l'eau, etc. C'est vraiment des centaines de milliers de données qui sont en accès libre sur des plateformes ou qui sont disponibles auprès d'entreprises, d'associations du territoire qu'on peut aller collecter pour peu qu'on sache ce qu'on veut collecter et pourquoi faire. Et puis qui peuvent servir. Alors ça soulève pas mal de questions autour de la dispersion de ces données, de leur présence, de leur standardisation, de leur qualité, etc. Mais en tout cas, elles existent et elles peuvent venir servir, voilà, les projets. Donc on va aborder tout ça ensemble, et puis du coup je vais laisser la parole à nos trois témoins. On va commencer par Katia Ergot, que je vais laisser se présenter, et puis voilà. Bonjour, vous m'entendez tous? C'est bon? Super. Donc Katia Ergot, je suis chargée de mission agriculture et environnement pour la communauté de communes de la vallée du Garon. Donc je vais vous présenter le territoire dans ma présentation
Et moi, je vais vous parler de data, mais sous l'angle de la biodiversité. Donc, en gros, en quoi la data, euh, en quoi je la mets au service finalement de la préservation de la biodiversité dans mon métier. Déjà, pour commencer, la vallée du Garonne, qu'est-ce que c'est? Donc, on est un territoire périurbain. On est situé en première couronne hors métropole de Lyon. Donc, on est dans l'agglomération lyonnaise, mais hors métropole. C'est 5 communes. 32 185 habitants au dernier recensement, donc on est périurbain, 50 km², pas mal d'habitants, mais néanmoins des espaces agricoles et naturels encore bien présents sur le territoire, parce que c'est les 2 tiers quasiment de la surface. On a 45 sièges d'exploitation agricole, donc on a une agriculture encore bien présente et dynamique sur le territoire. Par contre, on ressent de grosses pressions foncières qui affectent aussi bien les espaces agricoles que naturels. Le fait d'être voisin de la métropole de Lyon qui accueille ou qui attire pas mal de nouveaux habitants chaque année. Et ces habitants qui, pour certains, en ont un peu marre de la ville et veulent fuir à la campagne à proximité de la ville, font que les usages sur le foncier et les prix du foncier ont un peu tendance à exploser. Ce qui, sur mes domaines à moi, agriculture, environnement, du coup, a pas mal de retentissement. Et on a aussi un territoire sur lequel les enjeux biodiversité et environnement sont très importants. Pourtant, si je vous montre la carte qui présente la CCVG sur notre site internet, et ben ça vous paraît pas flagrant qu'on a une richesse environnementale importante sur notre territoire. Voilà, donc là ça vous donne un petit peu le degré de challenge que j'ai à essayer de mettre ces sujets au cœur de l'action de la collectivité. Il y a un petit peu de travail, le développement économique est très prégnant, faut le pousser un peu pour faire sa place. Donc comme je vous disais, juste pour vous faire un petit tour vite fait sur en quoi est-ce que on a une richesse en termes de biodiversité qui est vraiment importante sur le territoire. On a 2 espaces naturels sensibles. Alors je vous expliquerai certaines choses après, mais des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les ZNIEF pour ceux qui sont dans le domaine. Un arrêté préfectoral de protection de biotopes, ce qu'on appelle un APPB. Alors ces espaces, autant les espaces naturels sensibles que les zones d'intérêt, enfin les ZNIEF, c'est des espaces qui sont délimités et définis sur la base d'inventaires faune et flore qui sont réalisés et qui nous permettent de caractériser la faune et la flore et du coup de qualifier sa richesse, sa qualité et qui justifie du coup qu'on engage soit des plans de gestion, c'est le cas des espaces naturels sensibles, soit qu'on ait carrément un arrêté de protection préfectoral, parce que là les enjeux sont tellement importants que du coup il y a une réglementation spécifique qui va s'appliquer sur ce secteur-là. On est sur 2 bassins versants qui tous les 2 présentent des enjeux eau très importants et avec notamment une nappe phréatique qui couvre une grande partie du territoire sur lequel je travaille et qui alimente 90 000 personnes en eau potable. Vu la rareté de l'eau aujourd'hui, vous pensez bien qu'on a des gros enjeux de préservation de cette nappe. Et une agriculture dynamique, ça je vous l'avais déjà dit. Donc on est sur un territoire qui est très riche, mais l'effondrement de la biodiversité, tout le monde en entend parler, changement climatique aussi, donc vous doutez bien qu'il y a de gros enjeux et qu'il est nécessaire de la préserver pour pouvoir la maintenir sur le territoire. Partant de là, j'ai proposé aux élus de la CCVG de s'atteler à la mise en place d'une stratégie foncière environnementale. Justement pour pouvoir mettre en place un ensemble d'actions sur les zones naturelles agricoles de la CCVG pour permettre de préserver cette biodiversité. Donc c'est une démarche qui a été approuvée par le Conseil communautaire en janvier de cette année et que du coup je conduis depuis le début de l'année. Le point de départ de cette stratégie, c'était un constat, c'est que jusqu'à présent, le gros de mes missions était surtout axé sur l'agriculture. L'environnement se développe progressivement.
Et dans le cadre de la politique agricole de la CCVG, je conduis une veille foncière qui permet du coup de pouvoir intervenir pour préserver le foncier agricole. Le préserver à la fois la spéculation foncière, je vous ai dit on est à côté de la métropole et ça se ressent sur les prix du foncier agricole, qui du coup devient inaccessible pour les agriculteurs. Et ça se ressent sur les usages du foncier agricole, où on a des phénomènes de construction illégale ou de stockage d'entreprises de BTP, etc., etc., etc. Et dans le cadre de cette veille foncière, petit à petit, je me suis retrouvée au fur et à mesure qu'on est en montée en puissance là-dessus, avec pas mal de situations de terrain en vente qui étaient mis en vente, qui présentaient des enjeux environnementaux, et j'étais pas toujours outillée pour pouvoir intervenir de façon un peu pertinente, ou même de se dire à un moment donné, si on veut préserver la biodiversité et la qualité de l'eau sur notre territoire, il faudrait peut-être qu'on ait des actions plus systématiques comme on le fait sur l'agriculture. Donc ça, c'est le point de départ et c'est ce qui a fait que j'ai proposé de construire une stratégie foncière environnementale. Deuxième point de départ de la stratégie, c'est qu'avec notre nouvelle équipe qui est arrivée en 2020, la transition écologique a été marquée, est un marqueur de ce mandat, et du coup ça me paraissait assez logique pour y répondre de poser des questions autour de l'approche foncière sur nos espaces naturels. Donc là-dessus, alors j'ai mis en place un groupe de travail. Alors vous verrez pourquoi c'est important en termes de données derrière. Ce groupe de travail, il m'accompagne sur l'élaboration de la stratégie foncière, et il m'a accompagné aussi pour superviser un bureau d'études qui a réalisé tout le diagnostic biodiversité du territoire. J'ai 5 partenaires qui m'accompagnent au quotidien. 3 assos naturalistes, le Conservatoire d'espaces naturels, la LPO Arthropologia, qui est une asso lyonnaise, la Comcom voisine, qui est la communauté de communes du Pays Mornantais, avec qui je travaille tout le temps sur les enjeux agricoles et environnementaux, et le département du Rhône, puisque les espaces naturels sensibles, c'est une politique du département, et qu'on a 2 espaces naturels sensibles qu'on gère avec eux, et la Copamo. Et puis après, on a un groupe de travail qui est plus large, où là, on implique les services urbanisme, les syndicats d'eau potable, les syndicats de rivière, le conservatoire botanique, la chambre d'agriculture, des assos locales qui sont plus sur les accès préservation de la forêt, les services de l'État, l'Office français de la biodiversité, et la SAFER, qui est un des principaux acteurs sur le foncier agricole, et qui a notamment un droit de préemption qu'on active assez régulièrement sur notre territoire. On travaille en partenariat avec eux. Notre première étape, et là du coup on rentre dans le traitement de la data, enfin collecte et traitement de la data, ça a été de réaliser un diagnostic. En gros, je savais que sur mon territoire, il existait énormément d'études d'inventaire, faune, flore, etc. Donc d'études autour de la biodiversité, mais qui étaient éparpillées chez des assos naturalistes, le conservatoire botanique, l'Adréal, etc. Voilà, tout le monde en avait un peu, nous on en a. Donc il y en a un peu de partout. Donc je savais qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire de nouveaux inventaires, mais qu'on pouvait déjà faire un bon boulot en collectant et en synthétisant, en traitant et en analysant les données disponibles et en les cartographiant. Le travail carto, en fait, moi, quand je fais la veille foncière, je suis tout le temps sur le système d'information géographique de la CCVG. J'ai une approche carto foncière et donc carto quotidienne. Et voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir traduire ces datas dans un format qui, moi, me facilite le travail, qui constitue après un outil facile à utiliser au quotidien pour moi. Donc là, je vous ai mis ça marche. Je vous ai mis 2 exemples, voilà, de cartographie qui synthétisent les enjeux écologiques sur le territoire de la CCVG. Et du coup, tout ça, voilà, je vous l'ai dit. Hop. Oui, l'idée, c'est aussi d'identifier les trous dans la raquette. Donc, où est-ce qu'il nous manque des données? Donc là, ce qui est en blanc, en gros, c'est les mailles sur lesquelles on n'a pas de données. Donc, on sait que dans notre stratégie, il va falloir qu'on prévoie de réaliser quelques inventaires pour compléter les endroits où on n'a pas de données. Alors la suite du travail, ça a été de définir des objectifs à long terme et des objectifs opérationnels de la stratégie qui ont été adoptés là ce mois-ci par les élus, et du coup là on va dérouler le plan d'action pour le présenter, le faire approuver en conseil communautaire du mois de décembre.
Dans tout ce travail du diagnostic au plan d'action, en fait, la data, elle est indispensable. Je vous ai un peu expliqué sur la partie diagnostic. Dans le plan d'action, je vous donnais des exemples. En fait, là où on manque de connaissances, quantitatives ou qualitatives, il va falloir qu'on les collecte. Donc, il faut qu'on le prévoie dans notre plan d'action. Après, on va pas passer du temps non plus à collecter de la donnée pour de la donnée. Il faut qu'on sache qu'elle soit pertinente et qu'on puisse l'utiliser efficacement derrière. Mais un exemple, on a un inventaire des haies sur notre territoire. On sait où sont les haies. Par contre, on ne sait pas quelle est la qualité des haies. Donc, si on veut, dans notre plan d'action, être pertinent, il faut qu'on sache quelles sont les haies qui pourraient mériter d'être restaurées, sur lesquelles il y a des coupures, et du coup qu'il faudrait pouvoir poursuivre en plantant de nouvelles haies, etc. Donc ça, c'est de la donnée qu'il va falloir collecter pour améliorer derrière notre action. Il va falloir réaliser des suivis, parce qu'on va mettre des actions en place pour pouvoir dire si ça marche ou pas. Mais du coup, il va falloir aller sur le terrain et pouvoir comparer des données de départ avec des données actualisées après action pour voir si ça a servi à quelque chose ou pas. Et puis, ce que je vous disais, moi, l'idée, c'est qu'il y a pas mal de données que je puisse traiter en format SIG. L'objectif, c'est aussi de les mettre à disposition des communes membres de la communauté de communes, notamment les services urbains ou les services techniques, pour qu'ils puissent utiliser ces données traitées, donc ces informations, dans leur quotidien. L'idée, c'est aussi de pouvoir les appuyer quand ils révisent leur plan local d'urbanisme, parce qu'on voit que souvent tout ce qui est enjeux environnementaux est très mal abordé ou mal abordé, enfin jamais très bien abordé dans les révisions de PLU. Et là, on sent que voilà, on a un rôle à jouer finalement en ayant des données pertinentes pour affiner et améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les PLU. Idem quand il y a des projets d'aménagement, mon objectif un peu officieux, c'est de pouvoir aussi mettre en regard des projets les questions que ça pose en termes de biodiversité et voilà qu'on arrête que la biodiversité soit plus la cinquième roue du carrosse, mais qu'elle soit beaucoup mieux prise en compte et que dans un monde idéal, on arrive à remettre en cause des projets. Quand on se dit qu'il y a trop d'impact sur la biodiversité, c'est que le projet il est pas bon et qu'il faut qu'on le pense autrement. Ça, c'est dans un monde idéal. Peut-être qu'on y arrivera un jour, on verra. 2 minutes, un petit peu moins de 2 2 minutes. minutes, j'y suis presque. Alors la diffusion de ces données, du coup, je vous en ai parlé par rapport aux communes. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir les traiter, d'avoir un peu de la donnée synthétisée pour sensibiliser, informer le grand public, mais pouvoir aussi continuer à former les élus et les agents. Et puis voilà, le SIG, ça j'en ai parlé, donc je vais pas revenir dessus. Je vous mets juste des exemples pour illustrer un petit peu en quoi avoir des données cartographiées ça m'aide. Là, c'est une opportunité d'acquisition de parcelles sur une des communes. Donc je vais sur mon SIG, je vois où elle se trouve et je croise avec la donnée PLU. Donc on est sur des zones naturelles. Je le croise avec les données périmètre de protection des captages, donc pour l'eau potable, et je m'aperçois qu'il y a des gros enjeux eau. On est en plein dans les périmètres de protection, rapprochés ou éloignés des captages. Je croise avec plutôt le RPG, donc les déclarations PAC. Et là, je vois qu'en fait, une des parcelles, elle est déclarée à la PAC. Donc, il y a un agriculteur dessus. Donc, on a aussi des enjeux agricoles. Et puis, avec mon super diagnostic biodiversité qui n'est pas encore transformé en SIG, donc là, je l'utilise avec les cartes PDF que j'ai. Je recroise aussi les enjeux écologiques qu'on a pu identifier avec le bureau d'études. Et tout ça, ça me permet de construire un argumentaire pour dire aux élus, oui, c'est pertinent de se positionner pour acquérir ces parcelles et qu'on les gère nous dans une logique vraiment de préservation de la biodiversité où non, il n'y a pas d'enjeu, on laisse passer, on se concentre sur autre chose. Alors, Laurie me disait aussi, c'est quoi les limites, les difficultés par rapport à toute cette prise en compte, prise en main de la donnée. La difficulté au début, c'était de se dire, j'ai fait un cahier des charges pour un diagnostic biodiversité en disant il me faudra de la donnée que je puisse traiter en SIG, etc. Après, c'est comment, dès le départ, on imagine comment est-ce qu'on va exploiter ces données. Honnêtement, j'avais des idées de départ. Je me rends compte que, en fait, ce sera différent. Je vais pas les traiter comme j'imaginais les traiter au départ. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant,
toutes les données issues du diagnostic, je les utilise encore à partir des fichiers PDF que m'a envoyé le bureau d'études. J'attends un peu de voir comment j'ai besoin de les traiter, de me les approprier pour après demander à notre prestataire SIG de me les transformer et de me mettre à disposition en couche SIG où ce sera beaucoup plus rapide. Mais voilà, quelle couche je veux, comment je les veux, ça il me faut encore un petit peu, faut que je les manipule un petit moment avant de savoir exactement comment je vais les utiliser. Et puis l'exploitation de la donnée, après moi je pourrais devenir plus autonome sur le traitement de la donnée et fabriquer mes propres couches. Euh, j'ai commencé à être formée, je vais être honnête, je me suis fait former 2 fois en 5 ans, sauf que j'arrive jamais à mettre dedans et à vraiment le mettre en pratique. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de repartir de zéro quand il faut que je m'en serve. Donc là, je me suis fixé comme objectif cet été où normalement j'ai plus de réunions, il y a plus d'urgence, enfin, tout le monde est en vacances et me laisse tranquille. Et de me faire des journées complètes à plonger dans QGIS et apprendre à gérer de la donnée moi-même et voilà, pouvoir un peu me faire ma popote à moi sans embêter notre prestataire SIG à chaque fois parce que j'y arrive pas et que j'ai pas le temps, etc. Voilà, donc il y a quand même un enjeu de temps. Peut-être la grosse limite finalement, c'est le temps. Et après, les impacts sur mon métier, c'est que c'est juste génial et super facilitateur et que ça me facilite vraiment le travail. Une fois que c'est approprié au quotidien, c'est super pratique. Ça me permet vraiment de monter aux puissances, d'aller plus loin dans la mise en œuvre des actions qu'on peut mettre en place, de proposer de nouvelles actions que j'aurais pas imaginées il y a quelques années, autant pour l'agriculture que l'environnement. Et un point très important, c'est d'avoir les bons outils pour pouvoir synthétiser, exploiter les données. Voilà, ça c'est le plus important, je pense, pour que ça soit facile après à manipuler. Katia, je pense que c'est une question pour toi. Mm. Est-ce que c'est quoi la mise à jour de la donnée qui est faite dans le temps? Quelle fiabilité de ces données-là? Ça va dépendre des données. Par exemple, pour tout ce qui est le registre parcellaire, donc les déclarations PAC, enfin pour connaître les îlots qui sont déclarés à la PAC, donc savoir quelles sont les parcelles qui sont exploitées par des agriculteurs, ça c'est tous les ans, donc il faut remettre à jour la couche chaque année. Euh, sur des inventaires faune-flore, en fait, ça va dépendre du type d'espèce qui est suivi, mais l'idée c'est pas d'en faire trop non plus. Enfin, ça n'a pas forcément d'intérêt. Euh, voilà, donc ça va vraiment dépendre du type de données. Sur la fiabilité, globalement, toutes les données que nous on a utilisées, elles proviennent soit d'Asso Naturalis qu'on fait des inventaires, soit le conservateur botanique, pareil, c'est des experts. Donc il y a des protocoles scientifiques qui sont suivis. Et quand nous on commande des inventaires, pareil, il y a un cahier des charges, on définit les protocoles de suivi de la donnée. Donc de ce côté-là, elle est fiable. Est-ce qu'elle est gratuite? Bah, quand on réalise des inventaires, on paye le prestataire qui va passer des jours sur le terrain pour collecter la donnée. Donc non, elle n'est pas gratuite et dans notre plan d'action, on va du coup prévoir le budget aussi qui va avec la réalisation des inventaires dont on aura besoin. Et concernant le temps à passer pour les mises à jour à intégrer dans le temps de travail? Là, aujourd'hui, je ne saurais pas encore répondre. Dans 2-3 ans, je pourrais vous le dire. Euh, Globalement, je pense que c'est plutôt quelque chose où ça va être des partenaires qui vont réaliser les inventaires et je pense que là, pour le coup, je demanderai à notre prestataire SIG de me mettre à jour les couches SIG pour me dégager du temps et pas forcément en consacrer trop moi-même sur la mise à jour. Merci beaucoup, Katia. Je vais donner la parole à Sandrine, et que je vais laisser, Sandrine Percheval de la DRE, que je vais laisser se présenter, et puis nous présenter aussi eh ben, son projet. Merci Laurie. Alors, je me mets un petit peu pour trouver mes fenêtres. Donc, je suis Sandrine Percheval, directrice de la DRE. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc j'ai la voix. J'espère que ça ne va pas être trop désagréable pour vous et j'espère que je ne vais pas me mettre à tousser aussi en plein milieu de mon intervention. Donc, la DRE, c'est l'acronyme, c'est Association pour le développement en réseau des territoires et des services. Notre champ d'action est à l'échelle des Alpes, donc on est autant sur les Alpes du Sud que les Alpes du Nord, donc région PACA et région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on intervient auprès des territoires sur un accompagnement au développement de l'accessibilité des services au public. Et cette thématique qui est portée par l'association depuis 20 ans, elle reste très prégnante en fait dans l'ensemble des territoires ruraux de montagne.
et elle est de plus en plus aussi remise un peu au goût du jour. On le sent aussi avec les objectifs de développement liés à la transition aussi des territoires, qui demandent de travailler sur leur attractivité, une plus grande attractivité et une durabilité aussi de l'habitat à l'année et pas que saisonnier, notamment pour les zones les plus touristiques. Donc voilà, on est sur ces champs de thématiques et géographiques et dans nos projets, comme on accompagne pas mal les territoires, on a cette réflexion aussi de savoir sur quoi reposer en termes de diagnostic de la réalité de terrain, d'où on part en fait et où est-ce qu'on a envie d'aller pour améliorer justement les conditions de vie dans les Alpes. Désolée. Donc, et donc on a deux modes d'intervention. Soit nous, on apporte un peu des projets ficelés, où on a des financements et on propose à des territoires de nous accompagner dans l'aventure. Soit on est interpellé aussi par des prestations ou des sous-traitances et on intervient pour faire des diagnostics ou des schémas, donc de manière un peu plus classique, telle que vous les connaissez, qui sont liés beaucoup au service au public. Et en fait, moi, ça fait presque 9 ans maintenant que je travaille à l'ADRE et j'ai toujours eu une frustration par rapport à cette partie diagnostic et schéma sur les données quantitatives parce que les questions qui étaient posées au travers des discussions et des échanges qu'on avait, notamment avec les élus ou les techniciens des territoires, c'était pas celles qu'on trouvait dans les données. Il y avait un décalage en fait. C'est-à-dire que, par exemple, un élu, lui, ce qu'il veut savoir, c'est combien j'ai d'habitants en difficulté sur mon territoire par rapport aux démarches administratives. En fait, j'ai pas la donnée qui va en face aussi claire et aussi précise que ça. Donc, il faut que je trouve des indices, des données qui vont se rejoindre et qui vont permettre de donner une photographie, une image qui va dire, ben ça, en fait, voici les difficultés des habitants du territoire. Et on peut en déduire que voilà, vous avez un certain nombre d'habitants sur votre territoire qui sont en difficulté avec les démarches administratives. Mais ça, tout cet enjeu-là, j'ai eu un moment voilà, de grande frustration pour essayer de l'expliquer et d'accompagner aussi les territoires dans cette réflexion avec nous et qu'ils ne soient pas juste eux aussi frustrés en disant mais j'ai pas la réponse exacte à ma question. Je dis ben non, en fait, je n'ai pas la réponse exacte, effectivement. Et donc, du coup, on a mené un projet là depuis 2 ans qui s'appelle Lab 3I. Les 3I pour illettrisme, électronisme et itinérance des services au public. Et dans ce projet qui se déroule auprès de 3 territoires du 04 et du 05, on a inscrit le fait de développer un diagnostic partagé sur le long terme avec les 3 territoires et de vraiment associer l'apport des données quantitatives avec l'apport des données qualitatives et de travailler avec les communautés créées sur chacun des territoires pour réfléchir aux objectifs et ce à quoi ils voulaient vraiment en fait aboutir au bout des 2 ans en termes d'amélioration des conditions et de l'accompagnement en fait qu'ils souhaitaient réaliser auprès des habitants du territoire. Alors, je vais juste vous montrer pour que ça soit un peu plus explicite. Non, j'ai pas le bon truc. Hop, c'est ça. Ça va, Laurie, tu veux me dire quelque chose? Non, non, pas du tout. Je me suis dit, t'as coupé ta caméra au lieu de partager ton écran. Ça m'a Oui. fait juste rire. Ah oui, c'est. Est-ce que vous voyez? Pardon, j'ai pas vu vos petites Oui, mains levées. Ouais, ok. là, on voit les deux. Ouais, faudrait peut-être le mettre en mode diaporama ou je sais pas trop. Ouais, je vais le mettre en plein écran, comme ça, c'est mieux. Et là, on voit pas le bas. Ah si, c'est bon. C'est moi qui suis trop zoomée. C'est bon. J'ai rien dit. Donc, pour ce petit document-là, c'est quelque chose que j'ai présenté au tout début du projet.
aux communautés locales. Donc les communautés locales, elles étaient constituées, on avait un relais local qui était souvent la France Service et d'autres acteurs en fait du territoire qui étaient vraiment intéressés par ce sujet d'accompagner en fait leur public dans les questions liées à l'illettrisme et à l'électronisme et à la proximité des services au public. Donc ça pouvait être les missions locales, les pôles emploi, les relais CAF, toutes les personnes en fait à l'échelle du territoire, les médiathèques, les associations aussi d'accompagnement des migrants par exemple, on avait beaucoup ça dans le Briançonnais, et qui avaient un intérêt en fait dans réfléchir à comment on améliore cet accompagnement. Et, et donc je leur ai présenté ça pour dire voilà, si on va commencer à collecter des données quantitatives et qualitatives, il faut d'abord savoir pourquoi on le fait. Donc, Laurie, vous avez fait une petite présentation au démarrage, mais du coup, j'en profite pour vous donner une source, qui est le livre là qui est donné en source, Open Data et collectivité territoriale, réussir sa démarche data, qui est un peu une bible sur le sujet, même si des fois c'est un peu pointu et un peu spécialiste. Il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà, enfin en termes de panorama sur les données, c'est le plus complet que j'ai trouvé. Et donc du coup, il y a ces 4 en fait étapes quand on parle de données, qui est d'abord d'identifier les sources et les résultats de mesure, les chiffres collectés, d'où ils viennent en fait, et quelle est la méthode de collecte de ces sources. Il y a une deuxième étape qui va être d'interpréter et d'analyser pour en faire une information qui doit permettre de prendre des décisions. Et il y a le fait aussi de croiser avec d'autres informations, expériences et objectifs afin de construire de la connaissance, c'est-à-dire que juste interpréter, analyser une donnée, en faire une information, ça ne fait pas forcément une connaissance, il faut aussi croiser avec d'autres informations. Et le fait de rendre visibles ces données, donc pour accompagner justement cette prise de décision par une data visualisation, par exemple, qui est souvent très prisée par les interlocuteurs, et notamment nos élus, qui aiment bien avoir des choses simples à lire et à partager et à rendre moins complexe, en fait, justement, tout cet ensemble de données. Juste pour revenir un tout petit peu, en termes de données à récolter aussi, on s'arrête souvent sur les données quantitatives, mais il y a donc ce que je vous ai dit un petit peu en préambule, c'est qu'il y a les données quantitatives ou qualitatives. Et les deux, en fait, sont des types de données qui, ensemble, peuvent justement apporter la connaissance qui est nécessaire. C'est deux informations, c'est plusieurs typologies d'informations qui, ensemble, construisent une connaissance plus solide. Donc, on parle aussi de données froides ou de données chaudes. Donc, les données froides étant les statistiques, les données chaudes étant plutôt celles qui sont de l'ordre de la parole, du raconté, du vécu, du récit. Et on a ces thématiques qui sont un peu normées aussi. Donc ça, c'est plutôt le côté normatif que porte aussi l'INSEE et que garantit l'INSEE en termes de sources de données. C'est le fait qu'elles soient normées, donc comparatives. Parce que si on ne les norme pas, on ne peut pas comparer les données d'un territoire à l'autre ou entre un territoire et le niveau national, etc. Ça, je t'en avais parlé, Laurie, et désolée, je ne te l'ai pas envoyé, mais je vous renverrai le petit lien. 5 Les 10 minutes. commandements de l'expérimentation data. Pardon? 5 minutes. Ok. Les 10 commandements de l'expérimentation data, je les aime beaucoup parce que ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'une donnée seule n'a pas enfin, tu l'as dit, n'a pas forcément d'intérêt et surtout en termes d'interprétation, peut être interprétée de de tout et son contraire, quoi. Enfin voilà, il y a une même donnée peut être utilisée dans deux camps adverses pour argumenter en fait et aller dans leur sens. Donc je vous repasserai ce lien-là et je vous invite à l'afficher parce que je trouve que voilà, ça dit beaucoup de choses.
Et donc dans les objectifs souhaités pour le diagnostic partagé Lab3i, par exemple, là on a vraiment reformulé ensemble et validé avec l'ensemble des communautés c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre ensemble. Donc il y avait le fait d'identifier les données pertinentes pour accompagner les acteurs dans leur analyse et prise de décision, de rendre les acteurs de terrain créateurs et utilisateurs de données, d'apporter de la ressource et une connaissance partagée durable et agir ensemble pour le territoire. C'est assez large, mais ça replace en fait pourquoi on va collecter et pourquoi on va utiliser de la donnée tous ensemble pendant 2-3 ans. Je suis vraiment désolée pour la toux. J'espère que ça ne vous assomme pas les oreilles. Dans la dernière partie en fait de ce que j'avais présenté, j'avais juste en fait montré en fait les différentes sources de données qui pouvaient exister aujourd'hui sur les thématiques et qui étaient assez rares en fait. Donc il y avait bien entendu l'INSEE. Je passe vite parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous, mais pour vous montrer un peu les différentes sources de données. Voilà. Il y avait les lieux d'inclusion numérique qui maintenant ont leur propre base de données au niveau national et c'est beaucoup mieux, mais qui à l'époque c'était pas le cas. Et en fait, on avait que au niveau PACA une base de données qui était portée par la région Sud et qui était absolument pas bien qualifiée. Et donc du coup, on se retrouvait avec les lieux d'inclusion numérique, toutes les bibliothèques quasiment, alors qu'elles ne fournissaient pas forcément un service d'accès à des ordinateurs pour faire ces démarches administratives. Donc on avait des complexités comme ça de données qui étaient pas forcément bien qualifiées, pas forcément existantes en fait, et d'autres justement partenaires, donc associations, ou qui eux-mêmes avaient créé leurs propres outils. Donc on avait l'indicateur de fragilité numérique développé par la MENUM, qui donnait de la data visualisation, mais qui ne donnait pas forcément la source des données. Donc on avait des belles cartes, mais pas la source. Donc on ne pouvait pas croiser et vérifier avec d'autres informations qu'on pouvait avoir par ailleurs. Voilà, donc ça, j'arrête là pour ici. Mais ça vous donne un petit peu en fait, est-ce que je partage encore ou pas mon écran là? Non. Non, là, on ne voit plus. Ok. Ça vous donne un petit peu cette difficulté, cette complexité en fait à utiliser et malaxer des données en fait à échelle territoriale et par un ensemble d'acteurs. Et quand on a un petit peu échangé sur mais vous, au niveau local, vous êtes aussi producteur de données. Quand vous faites vos rapports, quand vous dites voilà le nombre de personnes que vous avez accueillies, accompagnées, etc. Dans vos rapports annuels, par exemple, vous produisez de la donnée. Et ça pourrait être utilisé et on pourrait en faire quelque chose. Sauf qu'en fait, c'était vraiment tellement mal formalisé au démarrage que c'est des données qu'on n'a pas pu utiliser du tout parce qu'elles n'étaient pas normées et donc pas comparables. Mais tout ça, ça nous a quand même donné des indices qui nous a permis de réaliser des monographies de territoire. Donc, je finalise avec ça et après, j'aurai fini. Hop. Donc, voilà, je vous donne un peu à voir un exemple de monographie de territoire où, donc, dans l'approche, on a vraiment mixé. Donc, je vous passe la présentation. Voilà. Où on a mixé, en fait, tout ce qui était données quantitatives brutes, donc vraiment issues de l'INSEE, et mon grand ami a été la plateforme Observatoire des territoires. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à l'utiliser, à la réutiliser et à utiliser tout ce que vous pouvez l'Observatoire des territoires parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à en tirer. Donc, à tirer l'information par rapport à ça et à donner à voir par de la data visualisation, pardon, les territoires. Donc ça, c'est les petites cartes d'identité. Mais c'est surtout, en fait, pour vous montrer
comment j'ai associé en fait un certain nombre de données entre elles qui donnent des indices par rapport à la fragilité du territoire liée à l'illettrisme et l'allophonisme. Donc en allant chercher plutôt la part des diplômés, non diplômés sur le territoire, la part des 20-24 ans qui sont sortis des études sans diplôme, et la part de la population qui est d'origine étrangère et installée au niveau du territoire, qui donne donc un indice de la fragilité du territoire par rapport à l'illettrisme et à l'allophonisme. Ensuite, un indicateur de fragilité lié à l'impact des démarches administratives. Donc, en regardant en fait quelle était la part des personnes qui étaient plutôt sans emploi, sans activité professionnelle et retraitées, sachant que la part des sans activité professionnelle et retraités étaient ceux qui, a priori, avaient le plus de démarches administratives à faire, puisqu'il y a pour les retraités le fait d'avoir la CARSAT, par exemple. Pour les sans activité professionnelle, c'est le fait d'émarger à Pôle emploi, au RSA, aux aides financières aussi liées au social, en fait. Et donc, voilà, d'y associer la part des personnes qui sont donc les plus fragiles liées au numérique, 75 ans et plus, donc la part d'allocataires du RSA et la part des salariés en emploi précaire. Et en fait, le dernier indicateur de fragilité, c'est l'accessibilité aux services, avec la part de ménages sans voiture, le temps moyen d'accès aux services courants, le territoire couvert par les 4G et la part des locaux raccordables à la fibre optique. Et pour terminer, juste donc du coup vous dire que ça n'est pas seul en fait comme utilisé comme donnée. On a toute une partie qui est liée en fait au diagnostic, à la mobilisation en fait d'une communauté d'acteurs et qui se sont réunis pendant 2 ans. Et dans les échanges, il y a pu y avoir en fait un certain nombre de points d'attention en fait qui ont été ressortis. Donc voilà, des freins identifiés, des préconisations et pistes d'action, etc. Et c'est les deux ensemble qui font en fait cette connaissance du territoire sur un sujet dédié. Voilà, je m'arrête là, Laurie. Merci. On va prendre juste une question parce que du coup, enfin, je sais que ça va être un peu frustrant, mais merci beaucoup. Mais il y a Emma qui demande est-ce que les partenaires étaient partants pour être collecteurs de données? En fait, ils ont ça, malgré cette petite formation en fait sur les données, c'est très complexe en fait de s'identifier comme porteur de données et comme collecteur de données et comme du coup partageur de données. C'est un processus qui est absolument pas intégré dans l'ensemble de... Ça commence à l'être dans les collectivités parce qu'il y a cette loi qui vous y oblige un petit peu à structurer en fait des jeux de données et à les rendre accessibles et transparents. Mais sur l'ensemble des acteurs à l'échelle d'un territoire, c'est pas du tout dans les habitudes. Et je sais que nous, au sein de l'association même, on a mis en place aussi des collectes de données aussi pour nous-mêmes s'évaluer sur nos propres actions. Et en fait, si on ne définit pas pourquoi on le fait, dans quel intérêt ça a, etc., on perd vite les habitudes en fait de le faire. Comme pour tout outil et pour le numérique de manière générale, de toute manière, il y a toujours un temps d'acculturation, d'appropriation pour répondre à Emma et qui n'est pas négligeable et qui n'est pas à négliger non plus. Voilà, je me tais, je laisse Pauline commencer. Ça marche. Merci Laurie. Alors bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis chef de projet à la CNCD, donc qui est la coordination nationale des conseils de développement. Et donc on a mis en place il y a un petit peu plus d'1 an maintenant un observatoire territorial et citoyen qui permet de mettre à disposition des données. Mais voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un petit mot sur qui on est et sur ce qu'est un conseil de développement. Donc la coordination nationale des conseils de développement, c'est une association loi 1901 qui a été créée depuis 2012 sur la base d'un réseau informel qui a été en fait mis en place il y a 20 ans par des présidents et présidentes de conseils de développement. Et donc nous, on est un espace d'échange de pratiques, de réflexion et de débat pour les conseils de développement. Et nous œuvrons à la fois pour développer une citoyenneté active et puis bien sûr pour faire progresser la démocratie à l'échelle
intercommunal. Pour le conseil de développement, donc un conseil de développement, c'est une instance de dialogue et de proposition citoyenne qui est composée de personnes bénévoles qui sont impliquées en fait dans la vie locale. Donc les conseils de développement sont créés à l'échelle des territoires de projet, donc EPCI et PETR. Donc ils ont un caractère obligatoire pour toutes les intercos de plus de 50 000 habitants et puis à l'échelle des PETR. Donc grosso modo, le rôle du conseil de développement, c'est de donner un avis et de contribuer aux politiques publiques de son territoire, et donc il contribue à l'élaboration, à la révision et au suivi du projet de son territoire. Donc voilà en quelques mots ce que sont les conseils de développement et puis nous notre rôle au niveau de la CNCD. Et avant de rentrer dans le sujet et de vous présenter ce qu'on a mis en place, donc cet observatoire, je vous présente quelques éléments de contexte. Donc je vais pas y passer trop de temps parce qu'on en a parlé, et donc Laurie en a également parlé dans son introduction. Voilà, l'ouverture des données publiques s'est fortement développée ces dernières années, et ça constitue maintenant une réelle opportunité pour accéder à la fois à des informations et puis faire connaître l'action publique. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est en 2011 que la France adopte sa première loi sur l'ouverture des données publiques, qui s'appelle Loi pour une République numérique, et qui, donc on l'a dit tout à l'heure en quelques mots, établit le principe de la gratuité et de l'accessibilité des données publiques. Et c'est aussi à partir de cette loi que la plateforme que vous connaissez certainement, qui s'appelle donc data.gouv.fr, a été créée, et qui est globalement la référence nationale quand on veut accéder à des données publiques, à des données ouvertes. Mais voilà, malgré cette ouverture, l'accès aux données reste compliqué aujourd'hui pour un certain nombre de personnes et de territoires, notamment pour les territoires ruraux. Donc il y a deux raisons principales qui expliquent cette difficulté d'accès. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres. La première raison, c'est que l'ouverture des données est encore trop peu généralisée aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, 16%, c'est le taux de collectivités qui respectent l'obligation d'ouverture au titre de la loi qui date de 2011. Tout le reste, donc c'est 84% des collectivités qui sont donc concernées par cette loi, mais qui n'ont pas encore ouvert leurs données. Donc tout ça, c'est des chiffres qui sont issus de l'Observatoire Open Data des territoires, des chiffres de 2022, et qui sont produits par Open Data France. Si on se penche sur les intercommunalités, nous, c'est vraiment on va dire notre échelle de prédilection, c'est l'échelle de travail des conseils de développement. C'est moins d'une intercommunalité sur 5 qui a ouvert ses données, et ça concerne principalement les territoires de plus de 100 000 habitants. Et si on descend à une échelle encore plus fine, il faut savoir que c'est moins de 10% des communes de 3 500 à 100 000 habitants qui sont engagées dans une démarche d'open data. Et quand on regarde vraiment les communes, les toutes petites, de moins de 3 500 habitants, c'est moins de 1%, c'est 0,8% de communes qui sont entrées dans cette démarche d'open data. Donc c'est vraiment très très peu. Donc il existe vraiment une séparation entre les collectivités de grande taille et les plus petites, notamment à l'échelle de la commune et dans les territoires ruraux, qui sont beaucoup plus écartés de cette dynamique d'ouverture des données. Et donc on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait moins de moyens techniques, moins de moyens humains dans ces petites collectivités, un système d'information qui est beaucoup moins structuré. Enfin voilà, il y a plein de choses qui expliquent cette différence. Et puis deuxième chose, c'est que ces données, le fait de les comprendre et de les réutiliser, ça devient très compliqué quand on est un citoyen lambda. Effectivement, quand on n'est pas spécialiste de l'open data, trouver la bonne source, exploiter ensuite la donnée et l'analyser, ça devient tout de suite très très compliqué. Et pourtant, aujourd'hui, les données sont un enjeu démocratique majeur. C'est un enjeu en termes de transparence publique, un enjeu de participation citoyenne à travers la réutilisation des données, puisque à travers cette réutilisation, les citoyens peuvent participer de manière informée au débat public, aux prises de décision. Et puis c'est un enjeu plus global de démocratie dans les territoires. Donc ça, c'est pour l'enjeu démocratique. Et puis ces données représentent aussi une aide précieuse pour le développement local des territoires, donc ça permet une prise de décision beaucoup plus éclairée. En termes de planification territoriale, les données permettent d'avoir un diagnostic du territoire, donc comprendre ses caractéristiques, ses spécificités. Et puis c'est un enjeu aussi en termes de collaboration et de partage de connaissances. Donc pour répondre à tous ces enjeux, c'est un peu de là qu'est venue l'idée
L'idée qu'on a eue au niveau de la CNCD de développer un observatoire, donc c'est une plateforme web, un observatoire territorial et citoyen, et qui a pour objectif principal la mise à disposition de données territoriales sur des thématiques variées pour les conseils de développement. Donc on brasse vraiment beaucoup de thématiques. On va mettre à disposition des données sur la démographie, sur l'énergie, ça va être des données sur l'alimentation, l'agriculture. Enfin voilà, en fonction des besoins et des attentes des conseils de développement, on va travailler à la mise à disposition d'un certain nombre de données territoriales thématiques. Donc un petit mot peut-être sur l'historique de ce projet d'observatoire. Donc il faut savoir que les conseils de développement sont souvent saisis sur des sujets complexes qui nécessitent derrière d'utiliser et de comprendre des données multithématiques. Et un conseil de développement en particulier, donc c'est le conseil de développement qui se situe à Cognac, s'est confronté à cette problématique dans l'un de ses travaux sur le PCAET, Plan Climat Air Énergie territorial de son territoire. Et donc, ce conseil de développement situé à Cognac est parti à la recherche de données pour renforcer sa capacité d'analyse. Et ce travail a été l'occasion de découvrir en fait un certain nombre de bases de données à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et le résultat de ces recherches a été partagé donc à nous, CNCD. Et c'est en fait c'est ça qui a donné l'envie de développer un projet à une échelle plus large et de permettre finalement à tout conseil de développement membre du réseau de la CNCD d'accéder à un certain nombre de données à travers un outil simple d'utilisation. Donc notre observatoire, en fait, c'est une plateforme qui est très récente. On a commencé à y travailler vraiment dessus, à le développer depuis février 2022. Et c'est un outil qui est à disposition de nos membres depuis septembre 2022. Donc là, depuis le début de l'année 2023, on est vraiment dans une phase d'appropriation de la donnée et de toutes les informations qu'on a mises à disposition de cette plateforme. Puisque voilà, c'est vraiment l'étape après la mise à disposition. Il y a vraiment toute cette phase d'appropriation qui est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet observatoire territorial et citoyen se divise en deux volets. Donc, on a vraiment un volet centré sur les conseils de développement et un volet centré sur la mise à disposition de données. Donc, avant de passer à ce deuxième volet, je vais y revenir plus en détail parce que c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Juste deux mots sur le volet conseil de développement. Donc, celui-ci nous permet de partager des informations générales sur les conseils de développement, leurs travaux et de partager aussi leur localisation, puisqu'il faut savoir que nous, une question qu'on nous pose systématiquement à la CNCD, c'est de savoir donc combien de conseils de développement existent-ils sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national, et où sont-ils situés. Et donc en fait, grâce à notre outil, on a pu créer une cartographie nationale des conseils de développement. Donc à partir d'une liste qu'on a créée nous-mêmes, puisqu'il n'y a pas de liste officielle, pas de cartographie non plus. Il n'y a pas de recensement en fait national qui existe des conseils de développement, donc on l'a produit nous-mêmes. Et donc ça a permis de mettre en évidence à peu près 300 conseils de développement, donc on a recensé. 114 font partie de notre réseau, 190 n'en font pas partie. Donc ces conseils de développement, vous avez le périmètre en fait qui est représenté donc en vert foncé et en bleu. Et puis vous avez en beige c'est toutes les intercommunalités de plus de 50 000 habitants et les PETR pour qui normalement le conseil de développement est obligatoire mais pour qui on n'a pas repéré de conseil de développement. Donc voilà, cet outil, ça a permis déjà dans un premier temps de mettre à disposition cette donnée. Donc là, on est vraiment créateur de la donnée. Et puis pour le deuxième volet, donc celui sur les données territoriales, donc celui-ci, il a vraiment pour ambition de faciliter l'accès et l'appropriation à des données locales, donc sur des thématiques variées que je vous ai citées précédemment. Et là, on se positionne pas en créateur de données, mais vraiment en réutilisateur de données puisqu'on va aller les collecter auprès d'un certain nombre de sources nationales différentes. Donc on a des sources très classiques que tout le monde connaît, on en a parlé, l'INSEE, on va chercher des données auprès d'Hygiène, de Banatic, et puis après on va en chercher aussi sur des sources un petit peu plus spécifiques en fonction des sujets sur lesquels on travaille. Donc on a par exemple, on a travaillé sur les finances des collectivités, donc il y a le site de l'OFGL qui est extrêmement bien fait, où on a été chercher un certain nombre de données. Et puis, par exemple, sur l'énergie, c'est le site de l'Audrey qu'on a utilisé, ou le Cendre pour les données sur l'eau. Nous, vraiment, la plus-value de l'observatoire, c'est comme on développe un outil sur mesure pour les conseils de développement, on va chercher donc les données qui nous intéressent et surtout, on va pouvoir croiser des jeux de données différents avec des thématiques différentes et ça devient vraiment intéressant derrière. Donc cette sélection, donc comment se fait-elle? Donc l'idée de cet observatoire, c'est d'en faire une plateforme co-construite, donc de s'approcher au plus près des besoins des conseils de développement et de créer ensemble finalement ce qu'on pourra appeler
un commun numérique qu'on va alimenter, qu'on va suivre et développer de façon collaborative. Et donc, le 5 minutes. développement et la... Ok, ça marche. L'ajout de nouvelles données dans l'observatoire, ça se traduit en fait concrètement par l'animation de 3 groupes de travail. Donc, moi, j'anime depuis l'année dernière un groupe sur l'eau, un groupe sur l'alimentation et un groupe un petit peu plus transversal sur le portrait de territoire. Et donc, c'est dans ces groupes que les participants ont l'occasion de réfléchir aux données utiles et pertinentes pour leur contribution. Et en fonction des demandes, des besoins, on va mettre à disposition ce qui est le plus intéressant et ce qui pourrait les aider. Donc, l'observatoire constitue un outil qui permet d'apporter des données concrètes, des éléments de diagnostic et de compréhension des territoires sous la forme de graphiques et de cartes. Donc, dans les 2 slides suivantes, vous allez voir un petit peu ce qu'on met à disposition, donc ce qui est voilà, ce qui est accessible au sein de notre observatoire. Donc là, j'ai mis un premier exemple avec des captures de ce qu'on peut trouver dans la thématique agriculture, enfin alimentation agriculture. Donc on va avoir des données sur par exemple l'activité agricole dominante. On descend à une échelle très fine, on en a parlé tout à l'heure du RPG, donc on a récupéré toutes ces données, on a toutes les parcelles agricoles à l'échelle donc de toutes les communes. Et puis, petite exception, donc tout ça, c'est des données qu'on réutilise, excepté celles sur les projets alimentaires territoriaux, puisqu'on a créé cette carte donc, que vous avez juste ici, avec vraiment le périmètre d'action des porteurs des PAT, puisque d'habitude, on a juste des puces en fait, qui permettent de localiser les PAT. Nous, on a vraiment décidé de dessiner les périmètres. Donc, en fonction du type de porteur, vous avez un code couleur différent. Donc, en bleu, c'est les EPCI. En jaune plus clair, il y a les départements. On a mis les communes, etc. Et puis, en rouge, enfin, vous avez des petites puces qui représentent tous les conseils de développement qui font partie de notre réseau. Et en fait, cette carte, juste en 2 secondes, hein, en un coup d'œil, ça nous permet de savoir quel conseil de développement est potentiellement concerné par un PAT dans son territoire et comment il peut être impliqué dans ce PAT. Voilà, et puis dernière slide, vous avez un exemple des données qu'on met à disposition dans le cadre du portrait de territoire. Donc on a pour chaque conseil de développement un portrait de territoire qui est mis à disposition avec tout un tas de données sur des thématiques différentes. Donc vous avez des choses très classiques hein, sur la démographie qui viennent de l'INSEE. On a mis à disposition des données sur les finances et puis vous avez en haut un exemple de ce qu'on peut faire en termes de mise à disposition de données sur l'énergie. Donc on a beaucoup travaillé sur la consommation et la production électrique. Donc voilà, à travers la mise à disposition de cartographie et de graphiques. Donc voilà, on fait vraiment en sorte de mettre à disposition des données pour que ça puisse vraiment faire un support en fait hein, pour les conseils de développement et que ça puisse leur permettre derrière de s'appuyer sur des informations fiables, pertinentes pour contribuer activement à l'élaboration et au suivi des politiques publiques de leur territoire. Et puis un dernier mot, enfin, au-delà de la donnée elle-même, en fait, nous, ce projet d'observatoire, au-delà de l'outil qu'on a à disposition, il faut vraiment le voir comme un tout, puisque derrière, ça permet, au sein notamment des groupes de travail, de partager des expériences, de partager des connaissances. Et donc, voilà, il y a tout un accompagnement aussi qu'on a mis en place derrière, à la fois pour se saisir de l'outil et puis pour faire un petit peu plus, enfin, un peu mieux connaître ce monde de l'open data et puis de toutes les données qui sont quand même à disposition et voilà, et qu'on peut travailler et visualiser sous forme de graphes ou de cartographie qui vont derrière aider les travaux des conseils de développement. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Super, merci beaucoup, Pauline. J'aurais une petite question, mais pour vous tous, hein, s'il y en a certains qui sont OK pour prendre la parole, je me demande ce que ces témoignages-là, ça vous a évoqué pour votre propre mission, pour votre territoire. Moi, ça me permet de me rendre compte que le sujet a complètement été, n'est pas du tout d'actualité chez nous. Euh, alors, je pense effectivement, on a quelqu'un en charge du SIG, enfin voilà, chacun gère sa donnée, on a quelqu'un en charge de l'Observatoire économique. Euh, mais bah, d'une part, cette obligation-là qui est faite de mettre à disposition un certain jeu de données n'est pas mise en place. Donc, je sais qu'il y avait une réflexion, enfin, auquel j'avais participé il y a quelques années, donc ça me permettra de rebondir dessus. Et puis, d'autre part, effectivement, enfin, l'idée, c'est vraiment de mettre ça en avant. Enfin, le travail qui est fait au niveau du conseil de développement, là, enfin, je sais qu'on a une animatrice du conseil de développement chez nous, là, sur le Voironnais, je vais lui en toucher un mot, quoi, savoir comment elle s'en saisit aussi. Enfin, moi, en tant que tel, dans ma pratique, ça va pas bouleverser les choses, mais c'est plus pour la structure et sur bah, comment on optimise cette question-là, quoi, comment on la saisit.
Voilà. Ok, merci beaucoup. Effectivement, cette loi, elle est passée et ça fait donc 7 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, effectivement, on voit bien que c'est pas forcément appliqué. Donc, il y a du travail, comme tu dis. Emma, est-ce que tu veux préciser ton propos, qu'il y a encore du travail sur les petits EPCI comme nous? Oui, bah en fait, nous, on est un petit EPCI de 9 700 habitants, 18 communes, très rurales, et du coup, c'est une vraie question la collecte des données. Donc là, on travaille avec tous les collègues chargés de mission, etc., chefs de projet, un observateur territorial. On a un stagiaire pour ça qui va nous aider à définir une méthodo et puis aussi quelles informations on collecte et pourquoi faire. Mais il y a vraiment d'une part la grosse problématique de la mise à jour de ces données. Là, on est dans une phase d'identification des données à collecter, etc., et de priorisation. Mais en fait, derrière, ça demande du temps de travail et des moyens. Et que les petits EPCI, pardon, n'ont pas en fait. Je vois pas comment les EPCI peuvent répondre à cette obligation légale. Du coup, nous on est concernés, mais en fait, ça demande un vrai travail derrière de suivi des données, etc. Et j'entends du coup, je vois les exemples, voilà, ça nourrit plein de questions et plein de. C'était hyper riche vos présentations, mais du coup, je me dis en fait, oui, à l'échelle d'un département, d'une grosse collectivité, d'une communauté d'agglo ou d'une région, mais en fait, pour les PCI, on est loin, loin, loin de tout ça en fait. Sandrine, tu voulais réagir pardon, par rapport à ça? Je crois qu'il y avait Frédéric qui avait levé la main avant moi. Ouais, oui, Pardon. oui, je Enfin, disais tu l'avais que écrit dans le chat. ouais, même à l'échelle d'une grande collectivité, Valence Roman Agglo de 120 000 habitants, la question de la donnée est extrêmement complexe. Bah, déjà, je pense qu'on est encore assez timide sur l'open data d'une part, et d'autre part, donc moi je travaille au service audit de gestion, donc on est censé manier de la donnée quotidiennement. On a aussi de nombreux services qui produisent de la donnée, SIG, Habitat, etc., donc qui ont leur propre observatoire. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'être le plus réactif possible pour savoir où se trouve la donnée, notre donnée à nous, la donnée publique. Et on voit qu'il y a de plus en plus de données disponibles voilà, sur Internet. La slide de la Coordination nationale des conseils de développement le montre avec les différentes bases de données qu'ils ont utilisées. Et l'enjeu, nous, c'est vraiment savoir où trouver la donnée et comment coordonner les différentes données possibles, comment la mettre en valeur. Et l'idée, c'est pas vraiment chercher, pas créer l'observatoire des observatoires, ça servait à rien, c'est vraiment être le plus souple possible pour savoir où trouver la donnée à un temps T, où elle se trouve, comment on la traite. Et voilà, et la remontée des données, même à l'échelle d'une grande collectivité, est très complexe. Hein. Puis enfin, de quel niveau de qualité, de précision de données? Alors, je laisse, après, je donne la parole à Marie, mais effectivement, dépendant de ce dont vous avez besoin, vous avez peut-être pas besoin d'une finesse ou d'une précision de données. Et ça va vraiment varier. Alors oui, effectivement, des données de qualité, ça permet d'avoir un diagnostic de qualité et donc du coup de pouvoir agir de manière fine, localisée, mieux servir, enfin mieux aider à la décision aussi, à la conduite, au pilotage de projet. Mais mais ça dépend des objectifs, effectivement. Il y a peut-être des fois où, en fait, une donnée un peu moins précise, un peu moins, peut suffire en fonction de ce que vous avez à faire. Mais, En, en fait, il y a deux types de données, c'est-à-dire que les données plutôt statistiques globales, ça va nous donner des indicateurs, c'est-à-dire plutôt des tendances. On va pas forcément se fier voilà, on sait que sur l'INSEE, il y a toujours un temps de retard. Et puis après, il y a les données propres à nos propres services, où là, on va plutôt aller chercher des choses plus précises, ça dépend vraiment. Marie, tu voulais... Oui, moi j'ai juste une réaction. En fait, ce que ça m'évoque, c'est que, enfin, pour moi, en fait, il y a plusieurs niveaux de maturité par rapport aux données. Et en fait, enfin, euh, je trouve aussi que des fois, en fait, on veut commencer à collecter de la donnée avant même d'utiliser celle dont on a, enfin, qu'on a à disposition.
Et pour le coup, enfin, ça peut être aussi un point de départ. Enfin, nous, on est vraiment un tout petit EPCI. Et en fait, enfin, pour le coup, ça repose sur les capacités de chacun qui sont un peu inégales. Et puis, en fait, quelque part, enfin, moi, je sais que je le fais en parallèle de ce que je fais ailleurs. Et pour le coup, enfin, déjà, en fait, rien que le challenge de utiliser ces données et les rendre un peu utilisables, alors, en effet, clairement pas sous la forme de jeux de données. Enfin voilà, enfin pour moi c'est déjà avant la première étape, avant de me dire bah finalement on va commencer à collecter d'autres données quoi. Quelque part faire de la data avant de faire du big data quoi. Tout à fait. Et effectivement, ça rejoint ce que disait Sandrine. Il y a un fantasme de la donnée qui nous manque, comme il y a le fantasme, on en parlait aussi avec Émeric notamment, de l'outil collaboratif numérique idéal, comme il y a le fantasme de l'outil idéal qui va donc c'est toujours l'usage qu'on a besoin d'en faire derrière et le besoin auquel ça vient répondre. Laurie. Ouais, Et du oui, coup, je rajouterais effectivement de déjà commencer à jouer avec les données existantes pour savoir en fait ce qui est possible de faire avec ces données existantes. Alors, certes, c'est l'INSEE, certes, il y a un temps de décalage, etc. Mais déjà, en fait, ça donne à voir les possibles et qu'est-ce qu'on peut en faire. Moi, quand je disais que l'Observatoire des territoires avait été mon terrain de jeu pendant 2 ans, pour comprendre en fait, voilà comment ça fonctionnait, quelles données, comment je pouvais croiser éventuellement certaines choses ensemble, sans tout de suite me former à des outils plus complexes tels que QGIS, etc. Et ben déjà, ça met le pied à l'étrier sur savoir ce qu'on veut et comment on veut traiter aussi la donnée.